Le 19 mars dernier, ça fait un an que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et on peut le dire, en un an il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour un peu raconter mon histoire. Alors certains d'entre vous savent que je suis partie en Nouvelle-Zélande, d'autres ne le savent pas, d'autres savent mais ne savent pas pourquoi je suis partie, ne savent pas ce que j'ai fait ici en Nouvelle-Zélande, ne savent pas combien de temps je vais rester, qu'est-ce que je vais faire, bref. Tout commence donc en juin 2019, au moment où j'ai eu ma licence en architecture. À ce moment-là, j'étais un petit peu perdue dans ce que je voulais faire plus tard, dans la poursuite de mes études, dans ma carrière professionnelle. J'étais carrément perdue, je savais juste que je ne voulais pas poursuivre mes études en architecture, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors c'est pas que je savais pas quoi faire, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pas que je savais pas quoi faire, mais c'est que j'avais beaucoup trop d'idées et je ne savais pas par où commencer et quoi choisir en fait, tout simplement. Du coup, j'ai réfléchi et au lieu de me mettre la pression à forcément trouver quelque chose, je me suis dit, écoute, c'est peut-être le moment parfait pour toi, pour juste partir, pour voyager. T'as 22 ans, t'es hyper jeune, pars le plus loin que tu peux maintenant et tu verras plus tard. Je voulais pas mettre la pression parce que sous pression on fait pas forcément les bonnes décisions. Et ouais, c'est le moment parfait pour moi au niveau du timing et aussi j'avais envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles personnes et voilà, tout coordonné parfaitement. Donc c'était le moment pour moi de prendre mon envol. Donc les raisons pour lesquelles je suis partie en Nouvelle-Zélande, c'est que j'avais besoin de me retrouver et j'avais besoin de réfléchir. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai fait le choix que la Nouvelle-Zélande était le pays dans lequel j'avais envie de partir, il a fallu bien évidemment trouver les billets d'avion et savoir un petit peu plus ce que j'allais faire là-bas. Alors pour être honnête, au niveau des plans, j'avais pas forcément envie de planifier non plus beaucoup, parce que c'est vrai que avant, en France, j'avais tendance à vouloir tout planifier de A à Z et de vouloir tout savoir, de vouloir ne pas laisser place à la surprise en fait. Il fallait que tout soit planifié. Et cette fois-ci, je me suis dit, voilà, challenge-toi un petit peu, essaye de ne pas non plus tout planifier parce que la magie du voyage, c'est aussi de se laisser surprendre, c'est aussi d'agir de manière spontanée et de ne pas prévoir tout de A à Z pour une année à l'étranger. Donc de ce côté-là, voilà, j'ai laissé un peu les choses en suspens, j'ai pas trop prévu, mais il fallait bien évidemment trouver un billet d'avion. Mon départ était prévu initialement pour le 6 mars 2020. Le seul petit hic, c'est que l'une de mes escales était à Shanghai. Et pour les personnes qui n'ont pas été super assidues en cours de géographie comme moi, Shanghai se trouve en Chine. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de rappeler le contexte des choses en mars 2020, mais une escale à Shanghai le 6 mars 2020, c'était pas possible et mon avion a été finalement annulé. Donc à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée avec un Bordeaux-Amsterdam, Amsterdam-Shanghai et la suite de mon voyage annulée. Et c'était pas forcément trop dans mes plans de rester coincée à Shanghai, surtout avec le contexte actuel. Donc j'ai dû changer mon billet d'avion, sauf que... Ce billet d'avion, en l'occurrence, n'était ni modifiable ni remboursable. Alors autant dire que ça m'a mis un petit coup de pression parce que je me suis dit bon, comment on fait? Alors j'ai appelé Air France, au début ils ont un peu tiqué, ils n'avaient pas forcément trop envie de me rembourser ni de me modifier mon billet, mais après avoir pleurniché un petit peu, parce que oui, parfois il faut pleurnicher un petit peu dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Voilà, je leur ai dit que c'était le voyage de ma vie, que c'était le voyage de mes rêves, que si je ne pouvais pas partir en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas ce que j'allais faire, que c'était impossible, que je ne parte pas, bref. Et ça a marché, puisqu'au final ils m'ont remboursé mon billet d'avion et j'ai pu en choisir un nouveau. Alors avec ce nouveau billet d'avion, je partais et je suis partie le 16 mars 2020 avec un trajet faisant Bordeaux-Amsterdam, Amsterdam-Kuala Lumpur, Kuala Lumpur-Auckland. Jusque là, tout va bien. Le seul petit problème, c'est que février arrivant, on commençait à voir la situation sanitaire se dégrader petit à petit mondialement. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment réussir à partir quoi? Ça c'était la plus grande question. Est-ce que je vais vraiment réussir à partir? Et à partir du moment où la situation sanitaire a vraiment commencé à se dégrader en France,
Air France a décidé de rembourser intégralement toutes les personnes qui partaient en fait à ce moment-là pour n'importe quelle destination afin de ne pas perdre les billets d'avion. C'est-à-dire qu'en fait, moi mon billet d'avion il était remboursable jusqu'au jour même de mon départ. Et ça m'a pas forcément aidé à faire le bon choix et au final j'ai fait le bon choix. Mais ça m'a pas forcément aidé les jours précédant mon départ dans le sens où je savais que si au dernier moment je voulais annuler mon départ, je pouvais parce que tout m'allait être remboursé. Et vraiment je vous jure, le 16 mars, le jour de mon départ, j'étais vraiment pas sûre de partir. J'étais pas sûre de partir non seulement à cause de la situation, mais j'étais pas sûre de partir parce que je savais pas quoi faire et parce que j'avais un billet qui pouvait m'être remboursé. Donc le choix était compliqué. Au final, je me suis rendue avec ma famille de Bordeaux à l'aéroport et c'était le début d'une sacrée aventure. Donc tout se passe bien, j'enregistre mes bagages, je passe le contrôle de sécurité, nickel, avion prévu pour 18 h direction Amsterdam. On attend dans la salle d'attente et après quelques longues minutes d'attente en salle d'embarquement, le commandant de bord passe un appel vocal et nous fait part de certaines de ses inquiétudes puisqu'il y a un impact sur le pare-brise de l'avion et il va donc falloir faire appel à un ingénieur pour savoir si l'avion va pouvoir décoller ou non. Donc à ce moment-là, la pression monte, forcément. En plus moi qui suis d'une nature extrêmement anxieuse, j'étais pas bien. Je me souviens, j'ai appelé ma maman en lui disant ne quittez pas l'aéroport parce que ça se trouve je vais même pas pouvoir partir. Et c'est en plus à ce moment-là que nous avons tous gentiment appris les mesures du gouvernement face à la situation sanitaire en France et c'est à ce moment-là que nous avons appris le confinement mis en place à partir du lendemain. Donc en gros, la pression monte encore plus parce qu'on se dit si on peut pas prendre cet avion, si l'avion ne peut pas décoller, en fait on va même pas pouvoir repartir puisque on va être en confinement et ça s'arrête là en fait. Le voyage n'a même pas encore commencé que c'est fini. On attend 1 heure, on attend 1 h 30 et à 19 h 30, finalement, on peut embarquer. Alors moi forcément je suis réjouie comme pas possible, je me dis voilà, au moins je vais pas rester coincée en France, ça va bien se passer. Le second problème qui se pose à ce moment-là, c'est que mon escale à Amsterdam pour prendre mon avion en direction de Kuala Lumpur ne durait que 50 minutes. Mais avec l'heure de départ originelle, c'est-à-dire que mon escale était de 50 minutes si l'avion avait décollé à 18 h. Mais là il est 19 h 30 et l'avion décolle à peine. Et la grosse question c'est, est-ce que je vais réussir à choper mon avion pour Kuala Lumpur? Bon, la réponse est non. La réponse est non, puisqu'on est arrivé à 21 h à Amsterdam, et 21 h c'est l'heure exacte à laquelle mon avion décollait pour Kuala Lumpur. Donc bah non, j'ai loupé mon avion. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la compagnie aérienne met en place le logement pour la nuit, et met en place des tickets de restauration pour le dîner, le petit déjeuner et le repas du midi, je crois que c'était ça, ouais. Je passe 24 heures à Amsterdam et là la pression elle reste quand même un petit peu là, tu vois. Genre tu te dis bon, je suis pas encore sortie de l'Europe quoi. Il y a des chances que je me fasse coincer dans l'Union Européenne. Je suis à Amsterdam, les frontières commencent à se fermer petit à petit, les gouvernements commencent à confiner la population petit à petit. Ça se trouve je vais juste rester coincée en Europe en fait. Et voilà, c'est-à-dire que bon, j'étais pas sereine du tout. Le lendemain, le 17 mars, je me rends à l'aéroport d'Amsterdam pour finalement prendre mon avion à destination de Kuala Lumpur. Tout se passe bien, pas de problème sur l'avion, rien du tout. Tout se passe bien, on arrive à Kuala Lumpur sur le coup des 16 h et mon dernier avion en direction d'Auckland repart à 21 h. Donc en fait ça me fait 5 heures d'escale dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Et c'est encore une fois en salle d'attente à Kuala Lumpur que nous apprenons que la Malaisie ferme ses frontières ce jour même à minuit. Et donc là tu te dis bon, jusqu'à maintenant j'ai quand même réussi à prendre tous mes avions sans trop d'encombre, mais s'il y a un problème sur cet avion-là, ça se trouve je vais rester coincée en Malaisie. Qui sait? Et c'est vrai que je blaguais avec mon beau-papa à Bordeaux, et il me disait mais en fait toi,
tu vas avoir le confinement qui va te coller aux fesses pendant toute la durée de ton voyage. Et il avait raison puisque c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. À aucun moment je n'ai pu me sentir complètement sereine, soufflée, non. Donc à 21h, on peut prendre l'avion direction Auckland et j'arrive le lendemain. Non. Si. Non, avec le décalage horaire, je suis un peu perdue. Je suis partie de Malaisie le 18 mars, j'arrive à Auckland le 19 mars 2020 aux alentours de midi. Et là forcément avec le contexte actuel, on a quand même attendu pas mal de temps dans l'aéroport parce qu'il fallait remplir des papiers, ensuite il faut passer la douane, blablabla. Bla bla bla. Bref, j'ai dû passer 2 bonnes heures à l'aéroport, le temps de faire toutes les démarches à l'arrivée. Et c'est aussi à l'arrivée que j'ai appris que la Nouvelle-Zélande fermait ses frontières ce jour même à tous les non-résidents. C'est-à-dire que s'il y avait eu un autre problème dans mon parcours, de quelques heures près, je n'aurais pas pu rentrer en Nouvelle-Zélande. Voilà, je n'aurais pas pu rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis sentie extrêmement chanceuse et reconnaissante d'avoir pu poser le pied en Nouvelle-Zélande et de me dire voilà, ça y est, t'y es, maintenant t'y restes. Y a pas moyen, maintenant t'y restes. Donc après avoir fait tous les papiers à l'arrivée, direction le dépose-bagages pour récupérer mon sac. Et non, tout ne pouvait pas se passer comme prévu. Du départ à l'arrivée, de toute façon, ce voyage, ça a été une réelle angoisse. Donc j'attends 10 minutes, ok, 15 minutes, ok d'accord, 30 minutes, 45 minutes, ouais non. Voilà, j'attends 45 minutes devant le tapis roulant en cherchant désespérément mon sac à dos qui n'apparaît pas. Donc à un moment donné, je me rends à l'évidence que mon sac n'était pas à bord du dernier avion. Je me rends donc au comptoir voyageur pour demander un peu ce qu'il en est et il se trouve que non, mon sac à dos n'est pas arrivé en Nouvelle-Zélande. Voilà, super. Alors bon, tu viens de te taper quand même un voyage assez angoissant, assez exténuant, mais tu dois te taper encore une bonne heure dans l'aéroport pour savoir où est ton sac. Où est ton sac avec toutes tes affaires pour ton voyage. Parce que quand même, ça fait chier quoi. Je remplis donc un papier de déclaration de sac perdu. Et le monsieur me dit gentiment que on me donnera des nouvelles d'ici quelques jours. Donc en gros ça veut dire bah ton sac il est pas là, tu rentres chez toi et on te contacte dans quelques jours pour savoir si oui ou non on l'a retrouvé. Bon, d'accord. Alors vraiment, alors oui j'étais stressée à l'idée de pas retrouver mon sac, j'étais anxieuse, je savais pas trop comment la situation allait aussi se passer en Nouvelle-Zélande parce que bah voilà, mondialement ça commençait à sentir le roussi un peu tu vois. Donc bon, je pars de l'aéroport en essayant de rester quand même positive, en me disant t'as réussi à arriver en Nouvelle-Zélande malgré tout. Voilà, je suis restée quand même reconnaissante d'être là, même si le moral était pas forcément hyper top, tu vois. Donc je prends mon taxi direction mon Airbnb, sachant qu'à ce moment-là, le gouvernement néo-zélandais avait mis en place de nouvelles règles à l'arrivée des passagers pour essayer d'éviter toute contamination et à partir du moment où tu arrivais sur le sol néo-zélandais, il fallait te mettre en confinement, en isolement pendant 14 jours afin de ne pas avoir d'interaction sociale avec les autres pour ne pas propager le virus. Donc je me rends dans mon Airbnb et là quand j'arrive, bah c'était pas forcément ce qu'il y avait décrit sur le descriptif du Airbnb. Donc j'arrive et là en fait c'est une chambre avec une salle de bain, avec un frigo et un micro-ondes. Et là je me dis, bon, je suis débrouillarde, y a pas de souci, je chipote pas pour forcément grand chose, au niveau du confort je veux dire pendant 14 jours, c'est rien du tout, je peux me passer du confort maximal, mais genre y a pas de petit coin cuisine, non, bah non, t'as un micro-ondes et un frigo. C'est là que tu redoubles d'imagination et que tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger pendant 14 jours qui ne se fait uniquement au micro-ondes. Le seul truc c'est que, étant en isolement pendant 14 jours, je ne pouvais pas sortir faire mes courses. C'était pas possible. C'était pas dans les règles du contrat, tu vois. Donc je me dis, bah mince alors, en fait, je suis confinée pendant 14 jours, je vais même pas pouvoir sortir faire mes courses. Ça va être compliqué à un moment donné.
Et c'est là que d'être sur des groupes d'entraide de Français à l'étranger aide quand même pas mal. Et juste après avoir posté un petit message en disant voilà, je viens d'arriver en Nouvelle-Zélande, je suis en isolement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'entre vous qui habiterait pas trop loin de chez moi pour pouvoir me déposer un sac de courses devant ma porte pour que je mange en fait, tout simplement. Et voilà, quelques minutes après, il y a une fille qui habite pas trop loin de chez moi qui peut me déposer mes courses le lendemain. Donc je lui fais une petite liste assez courte, parce que je voulais pas l'embêter, et elle me dépose le sac le lendemain. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais quand même un peu sous-estimé la quantité de nourriture qu'il allait me falloir pour 14 jours de confinement. Ouais, j'avais complètement sous-estimé. Et comme j'avais pas forcément envie de l'embêter, c'est vrai que j'avais gardé la quantité de nourriture assez raisonnable, mais c'était clairement pas assez pour 14 jours d'isolement. Donc je me souviens, je lui avais demandé du pain de mie, parce que oui, ici, c'est du pain de mie ou du pain de mie. Voilà, la baguette, le pain de campagne, tout la boulangerie française, non, tu oublies. Bah oui, tu oublies. Ici, c'est le pain de mie. En plus, le pain de mie qui se garde au frigo parce que sinon, ça moisit hyper rapidement. Alors, le pain de mie qui se garde au frigo, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas. Du coup, mon pain de mie que j'ai laissé 4 jours sur la table, et ben, il a fini par moisir. Voilà. Super. Non, donc qu'est-ce que je lui avais demandé? Je lui avais demandé du pain de mie, des céréales, des œufs, pommes, bananes, du riz. Vous savez, le riz instantané, là, dans les sachets plastiques, là. Et des nouilles chinoises. Mais alors je lui avais demandé des nouilles chinoises en quantité astronomique. Voilà, j'avais commandé des nouilles chinoises en me disant que je n'allais manger que des nouilles chinoises pendant 14 jours. Sauf qu'au bout du 5e jour à ne manger que des nouilles chinoises, rien que l'odeur en ouvrant le sachet... Non, non, non. Même encore aujourd'hui, hein. Un an après, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je suis traumatisée de la nouille chinoise instantanée maintenant. C'est pas possible. Les premiers jours d'isolement se passent à peu près bien, bien que j'avoue que le moral était pas ouf, j'avais pas encore reçu mon sac, et avec toute la situation sanitaire, c'est vrai que bon, t'es loin de tes proches, t'es à l'autre bout du monde, t'as pas d'interaction sociale parce que t'es en isolement, et ça faisait beaucoup. Franchement, ça faisait beaucoup d'un coup, et en plus, 2 jours après être arrivé, le gouvernement néo-zélandais a décrété qu'il fallait mettre tout le pays en confinement sévère, genre vraiment sévère, niveau 4 de confinement, tout qui ferme, tu peux plus sortir de chez toi, c'est pas possible, tu restes cloîtré chez toi forcément. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais rentrer en France. J'ai vraiment cru à ce moment-là que pour moi c'était la fin de mon aventure, que j'allais prendre les avions de rapatriement pour rentrer en France. Genre je me suis dit ça y est, c'est la fin. Et ce qui est assez marrant en plus, c'est que bon, j'ai un journal, j'aime bien écrire ce que je pense, ce que je ressens, tout ça, et je me souviens très bien, ce jour-là, j'ai écrit dans mon carnet, et je pense que je peux être élue la plus grande drama queen de 2020. Parce que vraiment, quand je relis ce que j'ai écrit maintenant, c'est tout à fait très cocasse. Parce que vraiment, quand je relis ce que j'ai écrit il y a 1 an en arrière, c'est vraiment très cocasse. C'est... ah oui. Le rêve me passe devant les yeux. Je suis tellement triste et frustrée. La seule chose que j'aurais vraiment vue de la Nouvelle-Zélande, c'est le mont Eden et la vue panoramique sur le paysage lointain. Inaccessible. J'aurais tout vu mais de loin. J'y étais. J'y suis allée en Nouvelle-Zélande et je serais restée confinée. J'en aurais pas profité. Pas du tout. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité à partir et j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas été rationnelle. Je me suis laissée emporter par l'idée que tout allait bien se passer sans regarder cette putain de réalité en face. Je pouvais reporter mon voyage sans frais, mais j'ai joué avec le feu. Et j'ai perdu. Voilà. Bon, maintenant quand je regarde les choses avec 1 année de recul, bon, il fallait pas se mettre dans tous ces états-là, parce qu'au final, j'ai quand même bien profité, et ça aurait été vraiment, mais vraiment, vraiment, une très mauvaise idée de prendre un avion de rapatriement pour rentrer en France, parce que pour faire quoi? Pour faire quoi? Sachant qu'en plus, le visa vacances-travail, tu ne l'as qu'une fois dans ta vie, et si tu le gâches, tu n'en auras pas un autre. Donc en fait, je serais rentrée en France et j'aurais juste gâché mon visa pour faire quoi? Pour rester confinée. Donc, grâce au soutien de mes parents, merci, mais merci, parce que grâce à vous, et grâce à tous mes proches, ma famille, mes amis, j'ai fait le choix de rester. Et c'était le meilleur des choix. Voilà, c'est vraiment eux qui m'ont motivée et qui m'ont dit « Écoute Léna, reste où tu es, ne fais pas de bêtises,
ne prends pas de billet d'avion, tu restes où tu es, tu vois comment la situation évolue et de toute manière si un jour tu veux rentrer parce que ça va vraiment pas, tu pourras toujours rentrer, il y aura toujours un moyen pour que tu rentres en France, t'inquiète pas. C'était une sage décision. Entre temps mon sac m'a été finalement livré parce qu'avec tous ces changements d'avion, ces petits cafouillages dans mon trajet pour venir jusqu'en Nouvelle-Zélande, mon sac était resté coincé en Malaisie. Voilà. Genre non, il s'est dit bah moi je m'arrête là, je continue pas plus loin. 3 jours après être arrivée, j'ai enfin reçu mon sac et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de recevoir mon sac avec toutes mes affaires dedans. Voilà, de retrouver un petit peu mes affaires, tout ça m'a remonté un petit peu le moral. 14 jours plus tard, à la fin de mon isolement, je décide que voilà, ça y est, il est temps de bouger, j'en peux plus moi de cette chambre avec un micro-ondes et un frigo. Il faut que je bouge et surtout il faut que j'ai une interaction sociale. Je ne peux plus rester seule, c'est pas possible. Je ne peux plus rester seule. Je suis dans un nouveau pays et tout ce que j'ai vu pour l'instant c'est une chambre avec un lit double. C'est quand même chiant. Donc je book un autre Airbnb un tout petit peu plus loin dans une maison toute mignonne, toute jolie, toute sympa, avec un petit jardin, tranquille. Voilà. J'étais tranquille, j'étais bien et je suis restée là-bas pendant 1 mois et demi. Et le problème c'est que pendant 1 mois et demi on était confinés et rien ne se passait. Et pendant 1 mois et demi, ce qui s'est passé c'est que je n'ai fait que dépenser des sous dans le logement et dans la nourriture. Et ce qui est compliqué c'est que là tu revois tes plans et tu te dis bon, j'avais pas prévu moi de rester 2 mois confinée sans avoir de revenus, à dépenser toutes mes thunes dans le logement et dans la bouffe. Alors qu'au départ, moi je voulais voyager, je voulais m'acheter un van et je voulais voyager, sauf que s'acheter un van quand t'as toutes les dépenses qui passent dans le logement et dans la bouffe, c'est pas possible. Donc j'ai dû revoir un petit peu mes plans et la chose qui m'a semblé la plus judicieuse de faire, c'est de bouger dans le centre d'Auckland et de trouver un taf. J'arrive donc dans le centre d'Auckland et à ce moment-là, le confinement est enfin levé, c'est-à-dire que certains commerces peuvent être réouverts et on va dire qu'il y a plus de chances pour que je trouve du travail. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'être dans le centre d'Auckland pour trouver un travail. Je reste donc 2 semaines dans cette auberge de jeunesse en pensant que ça va m'aider à trouver un travail, d'être dans le centre. Mais non. Non, toujours pas. Non. Donc ce qui s'est passé c'est que je passais littéralement mes journées sur les sites de recherche d'emploi à essayer de trouver quelque chose et finalement j'ai eu une idée. Je me suis inscrite sur un site internet pour devenir fille au pair. Et ça c'est une idée qui m'était venue à l'esprit avant de partir en Nouvelle-Zélande en me disant voilà, si tu galères un peu à trouver un travail, ça pourrait être une solution de secours et au final ça a été ma solution de secours puisque j'ai trouvé une famille en 2-3 jours et mon travail en tant que fille au pair avec eux a démarré le 25 mai 2020. J'avais jamais été fille au pair de ma vie avant. Au final tout s'est bien passé, la famille super, la maison super mignonne, rien à redire, les enfants hyper mignons. Le seul truc qu'il faut prendre en considération c'est que les enfants de 2 et de 5 ans, donc en l'occurrence la tranche d'âge que je gardais, ça te bouffe de l'énergie quand même, ça te pompe une sacrée dose d'énergie. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que bon, c'était cool, c'était une expérience en soi et vraiment je crache pas dessus parce que ça m'a sauvée de trouver ce job, ça m'a vraiment sauvé mon aventure en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment je suis reconnaissante d'avoir trouvé cette famille et encore aujourd'hui vraiment on a bien sympathisé et on continue à se parler, à être en communication. Mais vers mi-septembre 2020, voilà, ça faisait déjà quelques mois que je travaillais pour eux et j'avais vraiment besoin de prendre la route parce que ça faisait depuis mars que j'étais arrivée en Nouvelle-Zélande et je n'avais absolument rien vu du tout. Et je commençais à avoir ce besoin de partir, surtout qu'en Nouvelle-Zélande la situation avec le virus n'est pas comparable avec le reste du monde. Donc je me suis dit, pars maintenant, genre vraiment, voyage maintenant avant qu'on te refoute un confinement, parce que c'est pour ça que t'es venu ici en fait, c'est pour voyager, c'est pour voir de nouvelles personnes, c'est pour voir de nouveaux paysages, c'est pour en apprendre plus sur une culture. Donc c'est le 5 octobre 2020 que j'ai pris la route avec mon petit van de location parce que oui, forcément, on n'a pas eu les sous pour s'acheter un van, il fallait trouver une autre solution. Donc, c'est à ce moment-là que je suis partie avec mon petit van de location que j'ai gentiment loué avec ma copine française Anaëlle. Et voilà, j'ai pris la route. Alors la première semaine, j'ai voyagé toute seule puisque ma pote Anaëlle n'était pas disponible à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour, je me suis baladée tranquille, tout ça, j'ai découvert de nouveaux paysages, de nouveaux endroits que je n'avais pas vus autour d'Auckland. Et ensuite, je suis revenue dans le centre d'Auckland
pour récupérer Anaël, et là, c'était la descente vers le sud. On est donc descendu en van à Wellington pour prendre le ferry, direction Picton. Mais avant ça, on s'est quand même accordé une petite journée pleine sur Wellington pour profiter. Et qu'est-ce qu'on a fait à Wellington ? Qu'est-ce qu'on fait qui est incontournable quand on vient en Nouvelle-Zélande? Même sans forcément être amateur de sport, tu vois, genre, c'est quoi l'expérience que t'as envie de vivre quand t'es en Nouvelle-Zélande? Genre, c'est quoi ici? C'est la culture de quoi en Nouvelle-Zélande? Je te laisse deviner. On a été voir un match des All Blacks contre l'Australie à Wellington. Voilà. Et c'était chouette quoi. C'était vraiment chouette, c'était chouette. Et il y avait de l'ambiance et tout le monde kiffait. Et en plus, on venait de sortir de plusieurs mois de confinement. Donc tout le monde était content de finalement revoir les All Blacks jouer. Et je suis vraiment contente d'avoir vécu cette expérience et de pouvoir maintenant la cocher sur ma petite liste. Ça, c'est fait. Le lendemain, on prend donc le ferry en direction de Picton. Et à notre arrivée, on commence à découvrir les lieux, à se faire à de nouveaux paysages et franchement c'était... Encore aujourd'hui je regarde les photos dans mon téléphone, dans mon ordinateur et je ressens cette petite nostalgie. La petite nostalgie du voyage, de la liberté, de ne pas avoir à se soucier de ce qu'on fait le lendemain, d'aller où on veut, quand on veut, de faire ce qu'on veut. Bref, c'était la vie, c'était la vraie vie, genre la vraie vie. C'était la vraie vie où tu fais pipi dans un trou tous les jours parce que forcément les toilettes sèchent, hein. Écoute, voilà, ça c'est la vraie vie. C'est la vraie vie mais à la fin de ton voyage quand même, tu te rends compte ce que c'est d'avoir une vraie salle de bain avec de vraies toilettes. Avec une chasse d'eau. Vraiment, ah vraiment. Et le luxe d'avoir un lit aussi, bah oui forcément. Parce que de dormir sur un lit en kit dans un van, c'est cool, c'est une expérience en soi. Mais à la fin, ton dos il te dit merci de dormir dans un vrai lit. Alors bien entendu, c'est vrai que en parlant avec d'autres voyageurs, on n'a pas forcément les mêmes retours sur le voyage en van. Mais c'est vrai que nous, à la fin de ce road trip, on était quand même contente de revenir à un confort qu'on connaissait avant de partir. Donc on entame gentiment notre descente par la côte est de l'île du Sud. On arrive à Christchurch pour mon anniversaire. J'ai donc fêté mes 23 ans à Christchurch. On n'y est pas forcément resté très longtemps. Dans tous les cas, pendant tout ce voyage, c'est vrai qu'on restait 2-3 jours dans chaque ville pour essayer de profiter un maximum et de voir le plus de choses parce que comme c'était un van de location, on était un peu bloqué par la date de retour. Donc j'ai fêté mon anniversaire à Christchurch et puis on a continué de descendre et franchement les paysages qu'on a vus, je suis tombée amoureuse. Ah voilà, je suis tombée amoureuse. C'était superbe. On a passé de super bons moments et comme cadeau pour mes 23 ans, je me suis offert quelque chose d'assez ouf puisque je suis amatrice de sensations fortes. Voilà, je ne le savais pas moi-même, je l'ai découvert en arrivant en Nouvelle-Zélande, mais je me suis offert un saut en parachute. Voilà, ça c'est quelque chose, je me suis dit, écoute, t'es en Nouvelle-Zélande, t'es là pour vivre ta meilleure vie, t'es là pour faire des trucs que t'aurais jamais fait en France, c'est le moment. Donc j'ai planifié un saut en parachute au Mont Cook, parce que l'intérêt aussi de sauter en parachute, outre les sensations fortes, c'est quand même d'avoir une vue sur le paysage assez incroyable. Et pour moi, sauter au Mont Cook, c'était le meilleur endroit pour faire ça. Et franchement, je l'ai pas regretté. Bon, la seule chose, c'est, je sais pas si je le referai, voilà, parce que j'ai sauté de 20 000 pieds, et c'était la première fois que je sautais. Donc c'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire 12 000 pieds ou 15 000 pieds, mais non. Moi, j'ai décidé que, voilà, la première fois, c'est la bonne, on saute de 20 000 pieds directement, tranquille, tranquille. Genre, j'étais sereine. Ma pote Annelle, je me souviens, elle arrêtait pas de me répéter, non mais tu sais que tu peux toujours annuler, là. Tu peux annuler, t'es pas obligé de le faire si t'as pas envie de le faire. Et moi j'étais là, mais bien sûr que j'ai envie de le faire, qu'est-ce que tu dis? Non, non, mais je regarderai pas. Bon, elle était pas très sereine. Elle était pas sereine, en fait je pense qu'elle a pris tout mon stress et elle l'a emmagasiné. Et moi j'étais là, tranquille.
je vais sauter de 20 000 pieds pour la première fois, tranquille, je suis bien, déterre et tout, tranquille. Mais c'est vrai que je sais pas si je le referai, en tout cas peut-être pas de 20 000 pieds, parce que la chute libre, quand tu sautes en parachute de 20 000 pieds, elle dure environ 1 minute. Et 1 minute de chute libre, on se rend pas compte comme ça, mais c'est vachement long quand même. Et en fait, pendant toute cette minute de chute libre, j'ai eu extrêmement de mal à respirer. Parce que avec l'altitude, forcément, ça devient compliqué de respirer normalement, parce qu'il y a moins d'oxygène, mais en plus parce que la consigne que le moniteur m'avait donnée, c'était de respirer par le nez, parce que c'est plus facile quand t'es en chute libre de respirer par le nez. Sauf que c'est hyper compliqué de ne respirer que par le nez quand t'es en chute libre, parce que t'as besoin d'air, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai ouvert la bouche. Et là c'était fini. Parce qu'avec tout l'air qui t'arrive dans la tronche, quand t'as ta bouche qui est ouverte, tu peux pas la refermer après. Donc pendant environ 1 minute, j'avais ma bouche ouverte comme ça, là, comme un espèce d'écureuil volant. Et j'avais extrêmement de mal à respirer. Et vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, voilà, genre ça y est. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Tu vas mourir d'asphyxie en saut en parachute au Mont Cook. C'est quand même parce que c'était ton rêve de faire ça ici. Et tu vas mourir asphyxié. En plein vol. Genre comme ça. Comme ça. Bon, au final, tranquille. Mais c'est vrai que comme je m'inquiétais plus sur mon incapacité à respirer, j'ai pas forcément profité du paysage pendant la chute libre. Mais en fait, je pense que quand tu sautes en parachute, la chute libre, c'est vraiment le moment sensation forte. Et après, au moment où tu déploies ton parachute, là, tu peux vraiment profiter du paysage. Et c'est vrai que j'ai quand même kiffé. Donc après cette petite folie, on continue à descendre par la côte est et on commence à remonter par la côte ouest. Et c'est vrai que le temps est passé quand même super vite. Mais on en a vraiment beaucoup profité et j'ai eu un super gros coup de cœur quand on est arrivé à Queenstown. Franchement, Queenstown, ça a été la révélation. Ça a été vraiment une bouffée d'air fraîche, tu vois. Le lac, les montagnes, l'atmosphère en général un peu brumeux, ça m'a vraiment fait penser aux stations de ski en France avec les petites rues pavées, avec les petits chalets tout mignons, avec voilà, c'est cette atmosphère assez spéciale et franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur de quitter cette ville parce que on a passé de super moments et j'y retournerai. Ça c'est sûr que j'y retournerai. La fin du périple approche et c'est vrai que cette dernière semaine elle a été un petit peu bizarre parce que la météo a vraiment pas été ouf du tout et je pense que on avait vu quand même en grande majorité ce qu'on avait envie de voir dans l'île du Sud et je pense qu'on avait aussi envie de rentrer. Voilà, on a fait notre temps. On a découvert ce qu'on avait envie de découvrir, mais maintenant, voilà, on était dans un mood un petit peu différent du départ. On était un petit peu moins excités, je pense, par l'aventure, parce que voilà, on venait de vivre beaucoup de choses en l'espace d'un mois, et je pense qu'on était aussi fatigués de cette vie de route, et on avait envie d'entrer sur Auckland. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu notre van le 13 novembre 2020, et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en rentrant? Et moi c'est vrai que voilà, j'avais quitté ma famille dans laquelle je travaillais en tant que fille au pair et en rentrant sur Auckland je savais pas forcément ce que j'allais faire. Il fallait que je trouve un travail parce que j'avais dépensé tout mon argent dans ce voyage. Donc là il fallait vraiment trouver un travail. Et ce qui s'est passé c'est que 2 jours après être rentrée de ce road trip, j'ai eu une interview pour travailler en tant que serveuse dans un restaurant et 2 jours après cet entretien j'ai commencé à travailler. On est donc mi-novembre quand je commence à travailler en tant que serveuse pour ce restaurant et à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est le 23 mars et dans 2 jours, c'est mon dernier jour de travail en tant que serveuse. Bon, pour certaines raisons, je me suis rendu compte que voilà, il est temps pour moi de faire autre chose, de découvrir un petit peu plus parce que c'est vrai que ce travail, je l'ai trouvé à mon retour de road trip. Je l'ai trouvé 2 jours après en fait et je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir réussi à trouver un travail aussi vite parce que j'avais vraiment besoin d'argent en rentrant de ce voyage et ça c'est la vraie réalité, c'est que pour subvenir à tes besoins, il faut que tu aies des sous. Et moi j'avais pas de sous en rentrant de voyage. Donc ce job ça m'a vraiment permis d'être à nouveau bien dans mes finances, mais maintenant je me sens plus forcément très à l'aise et je sens qu'il est vraiment temps pour moi de passer à autre chose, de faire autre chose, de continuer à voyager un petit peu et on verra pour la suite. Voilà, donc ça c'est grosso modo ce qui s'est passé pendant mon année en Nouvelle-Zélande. Je suis pas forcément rentrée vraiment en détail dans tout ce qui s'est passé et peut-être que ça donnera lieu à une autre vidéo, je ne sais pas. En tout cas j'espère que ça en aura éclairé certains sur voilà, les raisons de mon départ, ce que j'ai fait ici. Il y a de nouvelles choses
qui se passe, il y a de nouvelles choses qui arrivent, le début d'une nouvelle aventure et je suis hyper excitée à l'idée de continuer à voyager un petit peu, surtout que le gouvernement néo-zélandais nous a permis d'avoir une extension de 6 mois avec le visa vacances-travail, donc ça veut dire que je peux rester légalement en Nouvelle-Zélande jusqu'au mois de septembre et de continuer à voyager et travailler légalement sur le sol néo-zélandais, donc je vais essayer d'en profiter un maximum. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi et peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! C'était nul comme fin ça, non?